ça. À notre disposition, un certain nombre de techniques de nettoyage. Alors, ça va du dépoussiérage au pinceau, aspirateur, jusqu'à l'utilisation d'une technique qu'on appelle le micro-gommage, qui est la projection sur la surface de grenaille végétale à basse pression. Sur la pierre, je suis passé un peu vite sur les techniques de nettoyage. Vous connaissez sans doute, parce que c'est toujours mis en avant, le nettoyage au laser, qui donne de merveilleux résultats, qui est malheureusement une technique un peu onéreuse et qui ne s'applique pas systématiquement. On avait le même type de... sur le métal, on parle de micro-gommage, sur la pierre, on parlera de micro-sablage plutôt. L'idée rejoint un petit peu celle de traitement des façades d'immeubles, sauf qu'on sera sur des abrasifs beaucoup plus fins, des pressions beaucoup plus douces et un traitement qui, comme on le verra tout à l'heure, permet d'avoir une action extrêmement superficielle et qui ne va pas justement, même si on utilise des abrasifs, qui ne va pas abraser la surface. Je reviens donc au métal, nettoyage plutôt par micro-gommage, ou donc dépoussiérage, nettoyage chimique bien sûr aussi, hein. Tout à l'heure je parlais des graffitis, des choses comme ça. On a toutes les panoplies de solvants qui permettent de retirer les encres, les peintures, les choses comme ça. Une caractéristique, cette fois-ci spécifique au métal, tous les phénomènes d'oxydation. Alors, les sculptures en bronze, on a l'habitude de parler du verre de gris. Sur les objets ferreux, ce sera plutôt la rouille. Hein, voilà. Tous ces phénomènes-là qui vont engendrer une modification esthétique. Hein. On a tous l'image de sculptures en bronze avec des coulures vertes, des zones noires, vertes, juxtaposées. Encore une fois, des choses qui se développent de façon un petit peu, alors pas anarchique parce que ça se développe dans des endroits très précis, mais des choses qui ne vont pas forcément servir de modeler, hein, qui vont entraver la visibilité de l'œuvre. Pour traiter ce genre de problème, on a recours là aussi à la technique du micro-gommage qui va permettre d'enlever au moins la couche superficielle d'oxyde. Hein. Je vous ai dit qu'on avait à cœur de respecter les passages du temps, donc il n'est pas question de retirer les traces du contexte de conservation de l'œuvre. Par contre, on retire tout ce qui n'est pas stable, tout ce qui est instable. On arrive à préserver une partie de la patine naturelle et de retirer les parties les plus claires. Ces traitements peuvent être complétés là aussi, hein, comme sur la pierre tout à l'heure, juxtaposition de tonalités un peu disparates, hein, c'était un peu en peau de panthère, des choses un peu difficiles à voir. Sur le métal, ça sera la même chose. Zone claire, zone foncée, des choses qui vont souvent à l'encontre du modelé. On a un certain nombre d'interventions possibles, d'interventions esthétiques. Voilà, on parlera là aussi de retouches. Alors les matériaux ne sont pas les mêmes. Tout à l'heure je parlais d'aquarelle et de lait chaud pigmenté, de badigeon, de chaux. Là on aura tendance à utiliser plutôt des cires, hein, des cires pigmentées aussi, vont permettre de colorer de façon douce, légère, hein, en gardant toujours un peu de transparence, qui vont permettre d'atténuer un petit peu et de restituer un peu de visibilité. Ça c'est l'aspect plutôt esthétique. On a un aspect, pour éviter, alors un aspect préventif aussi, je parle de cire pigmentée pour la retouche, l'aspect préventif qui va, sur lequel on va essayer que le métal ne se dégrade plus, ou en tout cas se dégrade moins vite, puisqu'il y a des œuvres extérieures, avec l'application d'un certain nombre de types de traitements de protection
et notamment l'application de cires. Alors, des cires qui sont formulées pour la restauration du métal, et notamment du métal d'extérieur, des cires de pétrole, alors chimiquement neutres, à haut point de fusion, hein, on n'est pas sur des cires d'abeilles qui fondent à 40 degrés, on comprend assez bien pourquoi. Hein. Un bronze ensoleillé en plein été, sa surface monte autour de 60 degrés, on a du mal à tenir la main dessus. Une cire d'abeille qui serait posée dessus se mettrait à évidemment poisser et fixerait la moindre poussière qui volerait. Donc des cires formulées exprès pour ça, qui sont appliquées selon un certain nombre de protocoles et qui donnent des résultats plutôt assez satisfaisants. Je ne vais pas trop rentrer dans les problématiques de traitement structurel qui sont là pour le coup sur le métal des choses qui sont souvent plus lourdes. Le problème de dégradation, de structures métalliques cassées. Il faudrait rentrer dans les aspects technologiques, ça nous mènerait trop loin. C'est rarement des interventions qui sont faites par les restaurateurs, ce sont plutôt les fondeurs, là pour le coup, ceux qui vont obtenir être l'intermédiaire entre l'artiste et l'œuvre finie, qui interviendront plutôt sur ces traitements structurels. Quoique le restaurateur peut aussi parfois intervenir. Voilà. Voilà aussi pour le métal, brosser rapidement l'aspect pathologie et traitement. On va en venir à la dernière partie de mon propos. Il nous reste une grosse demi-heure avant les questions. En vous montrant un peu donc, un certain nombre d'œuvres que vous connaissez bien, et vous verrez, on retrouvera un peu les grandes lignes de ce que je viens de vous dire, de vous énoncer. Voilà. Alors, la première que j'ai choisie, c'est l'œuvre de Ferraud, donc, qui est sur la façade du Général Lumier. C'est une œuvre en acier inoxydable. Elle est vraiment en acier inoxydable, on en parlait tout à l'heure. Elle marque, donc c'est une nuance particulière, 304L. Ce n'est pas chromé, c'est uniquement de l'acier, elle est posée. Alors, normalement, aujourd'hui on ne voit plus, mais une partie au centre, cet élément-là était assez oxydé. Là, c'est en cours de traitement, on sent une légère teinte un peu rouillée en noir. Le reste étant déjà nettoyé. Cette œuvre présentait, j'ai traité cette œuvre en mai 2013. La problématique, si vous voulez, posée par cette œuvre, c'était globalement l'entretien. On a parlé de restauration. La restauration commence déjà au moment de l'entretien, c'est-à-dire c'est sur peut-être des pathologies moins graves. Donc, c'est l'entretien d'une œuvre métallique exposée en extérieur et qui n'est pas accessible au public. Tout ça a évidemment son importance dans les différentes dégradations qu'on constatera. Sur les photos de près, alors qu'est-ce qu'on voit? On voit dans les parties abritées, la partie en diagonale ici, le dépôt de poussière atmosphérique, indurée, des espèces d'encroûtements, j'en parlais tout à l'heure sur la pierre, on en a aussi sur le métal. Dans les parties les plus abritées, où l'eau a tendance à stagner, où la poussière a tendance à s'agglomérer, eh bien, on va avoir le développement de micro-organismes, de mousse, sur un substrat fertile. Globalement sur un récipient contenant un peu de terre sur lesquels les mousses prolifèrent. Un empoussièrement superficiel, on voit bien, un peu de sable, un peu d'aiguilles de feuilles, etc. Et puis des problèmes d'oxydation. Voilà,
Donc ça, on a sur cette image, donc qui est juste un détail, rassemblé à peu près toutes les pathologies superficielles des œuvres métalliques. Encore une fois, à nouveau sur une partie donc, très abritée, hein, la partie verticale qui est abritée par cet élément, cette tôle pilier en surplomb, voilà, qui est assez large. Hein. Voilà, le développement d'un encroûtement noir assez important. Je vous parlais de la feuille au centre, je vous la montrais, oxydée, voilà. Alors on se dit, bah oui, acier inoxydable, qui s'oxyde. C'est ceux-là. Ah bah oui, alors là c'est vraiment, excusez-nous, mais Ferro, il nous a arnaqué. Non, pas du tout. Il y a des problèmes de mise en œuvre. Sur l'acier inoxydable, malheureusement, là aussi sans rentrer trop dans les détails techniques, un certain type de mise en œuvre, et notamment la présence au moment de la découpe, par exemple, de projection d'étincelles. Vous voyez, quand on voit de temps en temps des gens qui coupent du métal dans la rue, ça fait des gerbes d'étincelles. Si l'acier inoxydable est mis en présence de ce type d'étincelles, on peut avoir des développements a posteriori de points de rouille. On a en fait un métal qui brûle en surface, qui va s'appauvrir dans ce qui le rend inoxydable. Dans l'acier inoxydable, on a une présence de chrome importante. Ce chrome brûle, s'évapore, et l'acier, superficiellement, peut s'oxyder à nouveau. Voilà. Il perd ses propriétés inoxydables. Donc Ferro ne nous a pas, n'a pas été malhonnête sur l'emploi des matériaux. C'est juste qu'effectivement, il y a eu un problème au moment de la mise en œuvre. Tout ce qui est traitement de chauffe, hein, donc je dis projection de limaille en fusion ou point de soudure. Il a signé avec en soudant son nom, hein, Ferro 76, et on a autour le développement de points de corrosion. Alors, traitement essentiellement du nettoyage à la brosse, bouillon, balayette, pelle, on fait tomber ce qu'il y a, hein, on gratte un peu avec des outils en bois, hein, pour éviter de griffer le métal. Toujours utiliser des outils qui sont plus tendres que le matériau d'origine, toujours dans l'idée de ne pas induire de nouvelles dégradations. Donc nettoyage à la brosse, et puis sur les parties les plus oxydées, une fois le nettoyage fait, alors laine d'acier aussi, tampons de laine d'acier qui ont la même dureté mais qui ne vont pas induire de rayures, hein, on est sur la même dureté. Voilà ce que ça donne après le nettoyage. Donc on retrouve, on s'est débarrassé de cet aspect cette oxydation très superficielle, hein, elle n'est pas du tout rentrée dedans, c'est pas comme une grille en fer qui va gonfler, on est vraiment sur des oxydations extrêmement superficielles. Voilà après nettoyage que ça peut donner. Avant restauration, après intervention. Donc là aussi, on enlève toutes les accumulations. Ça redonne un peu de brillance à l'œuvre. Elle va retrouver un peu de vigueur, de vivacité. Elle va accrocher mieux la lumière. Elle va s'inscrire mieux dans l'espace urbain. Hein, vous passez à côté. Alors, évidemment, la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'y a plus cette grande feuille de laurier oxydée. Hein, c'est la chose qui se voit le plus. Mais quand la lumière est un petit peu flatteuse, c'est une œuvre qui a retrouvé, en tout cas à mon sens, un peu de vigueur. Voilà la feuille de laurier centrale. Donc, vous aviez un détail tout à l'heure. Après le traitement. Alors traitement, donc là aussi, un brossage, la brosse d'acier, tampon de laine d'acier. Et puis application d'une cire de protection. Malheureusement, ce jour-là, c'était au tout début du mois de mai, vous avez sans doute oublié parce qu'on a eu un très bel été. Mais alors, 2 jours sous la pluie, qui n'a pas cessé.
Donc la cire, je l'ai appliquée et elle a eu à peine le temps de sécher. Alors, je croise les doigts en espérant qu'on n'aura pas de problème de prise de corrosion, parce qu'effectivement, ce ne sont pas les conditions idéales d'intervention. Si on a des reprises de corrosion, Maïa est témoin, je reviendrai avec un petit échafaudage, je remettrai un plaisir, on fera une petite, ça s'appelle le service après-vente. Voilà. Juste une question, vous ne pouviez pas, disons, bâcher, protéger et travailler sous protection de bâche? Alors non, parce qu'il pleuvait tellement, j'ai essayé, il pleuvait tellement, il y avait du vent. Je ne sais pas si vous avez vu dans la première, ça c'est l'œuvre après restauration, ça doit être 2 jours après, c'est un peu moins, le premier jour où il y a un peu difficile. Comme je travaillais, je venais de travailler à Saint-Marvelon, je suis passée faire des photos. Voilà, on a une œuvre qui brille un peu plus, qui accroche mieux la lumière. Je ne sais pas si vous avez vu la première photo, il y a une nacelle à côté, il y a un véhicule qui loue. Voilà, c'est une nacelle, donc plutôt que de mettre effectivement en place un échafaudage, c'était un petit peu de la végétation et de l'entrée du parking, on a fait plutôt un peu dans la nacelle, mais effectivement le problème c'est que c'est des moyens d'intervention qui sont légers, finalement plus économiques si vous voulez qu'un échafaudage qui pourrait mettre bâcher et faire un traitement. Voilà. Et qui ont ce problème, c'est que en cas d'intempérie, pourtant l'opération était calée début mai, on aurait pu espérer que tout ça se passerait plus tôt. Alors voilà pour ce qui est de Ferraud, de l'œuvre, de la seule œuvre en métal que j'ai traitée à Bagneux. On va passer maintenant aux œuvres en pierre, pour pouvoir revenir si vous voulez sur les œuvres métalliques, si vous avez des questions tout à l'heure sur d'autres types d'œuvres. Première intervention, j'ai eu la chance de mener ici, c'est la restauration des fonds baptismaux de l'église Saint-Germain. Alors, ça c'est avant intervention. Intervention en avril 2011, il y a un petit peu plus longtemps. Alors, fonds baptismaux, qu'est-ce qu'on voit? Une vase en marbre noir qui était à l'origine polie. Un socle en calcaire d'aspect assez hétérogène, plutôt désagréable, rougeâtre, en tout cas partiellement rougeâtre. C'est un objet composite. A priori, le pied est sans doute pas d'origine, ou la vase qui n'est pas d'origine. Enfin, il y a un des deux qui, voilà, c'est un objet qui a été créé, hein, qui a été conçu pour mieux, une époque totalement évidemment indéterminée, et qu'il convient de conserver évidemment en état. La problématique ici, c'est donc la restauration. Cette fois-ci, je parle bien de restauration et plus seulement d'entretien. La restauration d'un objet usuel, on dépasse le cadre de l'œuvre d'art. C'est une œuvre, oui, c'est un objet patrimonial, certes, mais c'est aussi un objet usuel. Les fonds baptismaux servent. Donc, restauration d'un objet usuel, donc avec ce double statut, œuvre, objet fonctionnel, qui vont conditionner évidemment la nature des traitements qu'on va mettre en œuvre. Contrairement à une œuvre muséale, qui est sur son socle, son piédestal, dans sa vitrine, loin du public, pas accessible, on aura l'intervention du public, du fidèle, au moment du baptême, qui vont être amenés à toucher l'œuvre. C'est évidemment quelque chose qui va conditionner les traitements. En tout cas, la façon dont on a d'approcher cette restauration. Alors, pour rentrer dans les détails, un aspect très hétérogène, quelque chose qu'on remarque bien, hein, les parties accessibles, le bord de la vasque est poli, illustré, hein, juste par le contact répété
des personnes qui le touchent, mais les parties plus arrêtées sont blanchâtres, encrassées, il y a une espèce de dépôt par-dessus. On le voit sur cette vue de près, hein, la partie rentrante, moins exposée, cet aspect grisâtre aussi un peu curieux et n'était pas un aspect d'origine. Quelque chose qui rend l'œuvre peut-être peu avenante. Même chose sur le socle. Ce badigeon tardif, très dégradé. On a retrouvé plusieurs couches en dessous des badigeons blancs, des choses un peu disparates. Voilà, en très mauvais état de conservation, bon, qui donne à l'œuvre un aspect assez éléments. L'intérieur de la vasque, bon, là aussi, des dépôts liés à... alors la vasque aujourd'hui n'est plus étanche, on a un bassin quand on s'en sert dedans, on place un bassin dedans, mais on voit des dépôts de calcaire autour, hein, quand elle était une vasque en marbre qui est largement fissurée, hein, vous voyez au centre de la photo, cette grande fissure verticale, et ce cintre autour, cette ceinture, en acier, peint en gris, qui s'assortit globalement avec le gris qui est autour, hein, de peinture Lego qui est fonction de l'existant, bien sûr, l'idée étant d'intégrer le mieux possible cette consolidation extérieure, extrêmement fonctionnelle, à l'ensemble de l'œuvre. Voilà, hein, petit assemblage, hein, la ceinture et tout l'ensemble de contraindre l'ensemble. Des éléments, donc avec des fissures traversantes et des éléments mobiles, et qui sont agrafés. Alors vous voyez donc sous la ceinture, hein, cette grande agrafe métallique rougeonnée qui retient la partie extérieure qui se trouve là. Des éclatements de matière au niveau du bord supérieur, une perte de matière, une lacune liée à la présence ancienne d'un bougeon aujourd'hui disparu, probablement plus que d'un bougeon, parce que tout à l'heure je parlais de bougonnage, et ce sont vraiment on verra sur la photo d'après, des éléments qui sont liés à la restauration. Là, c'est plutôt sans doute un élément de fixation du couvercle, hein. Donc plutôt quelque chose qui est lié à l'aspect, la mise en œuvre initiale de l'objet. Voilà, goujon. Un goujon en acier. On a une partie qui était, vous voyez, la pointe, le socle en pierre est en plusieurs assises. Une base et puis un élément supérieur avec des parties un peu proéminentes. Évidemment, c'est la partie proéminente, c'est les premières qui cassent. Donc, quand ça casse, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que je vous disais tout à l'heure, on bougeonne. Sauf que là, on bougeonne avec un acier doux. Alors, on est dans une église, c'est très humide. On est en plus sur des fonds baptismaux dans lesquels on va mettre régulièrement de l'eau, donc avec des infiltrations, etc. Une oxydation très importante de ces parties métalliques. L'acier, quand il s'oxyde, augmente de volume. Toujours tendance à citer cet aspect très impressionnant. L'augmentation de volume est de 1000%. Si vous avez un cube d'acier d'1 centimètre de côté, une fois totalement minéralisé, vous aurez un cube de rouille de 10 cm de côté. Et l'augmentation, avec des pressions considérables. Donc des pierres qui résistent. Voilà, après la restauration. Alors, il y a encore une auréole en bas. J'ai pris la photo avant le séchage du badigeon qu'on a appliqué, après le nettoyage. Je voulais y retourner cet après-midi. J'ai malheureusement été un peu retenu. Alors, c'est la couleur d'origine, si ce n'est d'origine. En tout cas, c'est la couleur de la vasque nettoyée aujourd'hui.
est telle que je vous la montre. Oui, elle est plus proche de la couleur d'origine, bien sûr. On retrouve de l'homogénéité, hein, nettoyage de la surface, nettoyage superficiel, traitement de micro-abrasion, dont je parlais tout à l'heure, donc sablage à basse pression avec un abrasif calibré, minéral, silicate d'aluminium, qui a permis de retirer ce voile de poussière et ces aspects calcaires, ces croûtes de calcaire un peu indurées. Traitement des éléments, ici on avait l'agrafe métallique, donc dépose de l'agrafe métallique, collage du fragment, pour la suppression de cet élément en acier qui était ancré avec donc des goujons dans la matière. Mise en place, alors la ceinture, on a conservé la ceinture, mais application d'un traitement anti-corrosion sur l'acier, et puis on la repeinte pour qu'elle s'intègre à l'aspect de la base qu'aujourd'hui, c'est un peu en tonalité sombre. La ceinture, là, brille un petit peu, parce qu'on a un effet de flash. La ceinture s'oublie quand on voit l'œuvre. Sur le côté. Alors, je vous montrais aussi, ça manque un peu de détails, mais je vous montrais les altérations, les lacunes au niveau du bord de la vasque, bouchage. Hein, tout à l'heure on parlait de bouchage, alors cette fois-ci, adaptation du traitement, je parlais des bouchages plutôt avec des mortiers de chaux. Le problème du mortier de chaux, c'est que c'est quelque chose qui est très adapté à une sculpture qu'on ne va pas toucher. Et qui aurait été beaucoup trop fragile pour c'est un objet de ce type, un objet fonctionnel. Donc on a fait plutôt des bouchages avec des résines plus dures, voilà. En isolant la surface. Ce sont des choses qui sont des bouchages qui sont malgré tout superficiels, réversibles mécaniquement, mais qui devaient avoir plus de dureté, plus de cohérence, plus d'adhérence au support, sous peine de les voir tomber tout de suite ou être usé tout de suite. Et puis un traitement superficiel également, parce que, alors oui, donc bouchage des parties préhensibles avec ce type de résine, une résine polyester, et les fissures sur le ventre de la vasque, des bouchages avec des cires pigmentées. Alors, c'est le type de bouchage qu'on utilise beaucoup sur les marbres de couleur, qui là aussi est extrêmement réversible, qui s'intègre très bien, qui est beaucoup plus fragile que la résine, mais dans ces parties qui n'étaient pas touchées, hein, quand on a testé l'état d'encrassement de la surface, les bouchages qui conviennent très bien. Et puis, sur la surface, pour redonner un petit peu, parce qu'il n'était pas question de polir à nouveau l'œuvre, et elle avait besoin de retrouver un aspect un petit peu tendu, avec une lumière qui glisse un peu dessus. Et là, on rentre vraiment dans l'aspect esthétique, dans le parti pris, dans le choix, qui a été discuté avec M. le curé et avec la conservatrice de l'époque. On a décidé d'appliquer sur la surface quelque chose qui redonnerait un petit peu de tendu à la surface, un vernis. C'est quelque chose qui est un petit peu atypique dans le traitement de la pierre, hein, c'est qu'on applique assez rarement, qui permettait, alors toujours la même chose, hein, des vernis acryliques, des choses qui sont réversibles, soit mécaniquement, soit chimiquement, avec des solvants adaptés, et qui permettent de retrouver un petit peu une surface un petit peu scintillante, un peu de tendu, sans avoir à repolir la surface. Ce qui permet de retrouver une cohérence de l'objet. Voilà. Donc, adaptation des traitements en fonction de l'objet. Et encore une fois, parti pris esthétique. On va finir par les dalles. Alors,
Donc une dizaine de dalles funéraires réparties tout autour de l'église, qui ont été relevées à différentes époques, à partir de milieu du 19e. Une histoire compliquée sur ces dalles. Certaines sont encore entières. Alors elles étaient sur les bas-côtés, essentiellement. Elles ont été foulées au pied, beaucoup. Donc présentaient un aspect de surface assez usé. Certaines ont été... donc certaines sont entières. D'autres... ont été réutilisées, voilà, comme pierre d'autel. Exhumées. Réutilisées comme pierre d'autel avec une entaille, on voit ici très bien, pour insérer la pierre consacrée. Voilà. Alors évidemment, maintenant qu'elles ne sont plus des pierres d'autel, il y a un bouchon de restauration, ce qu'on appelle un bouchon, un élément de pierre qui a été intégré. Pas toujours de façon extrêmement esthétique, le choix de la pierre laisse un peu, la tonalité de la pierre laisse un peu à désirer. Pierre d'autel aussi, dont les surfaces ont été arasées, pour avoir une surface plane. Donc les incrustations de marbre sur cette pierre tombale-là, donc c'est la deuxième sur le bas-côté droit quand vous rentrez, et vous le faire. Alors, il y a ces choses-là qui sont très 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 bien faites, des petits documents sur voilà, l'histoire et qui vous donneront des commentaires sur l'iconographie de ces dalles, des documents très précieux. Donc voilà, des incrustations en marbre qui ont été arasées pour que la pierre soit une autre fonction. Et des pierres aussi qui ont été, au moment du démontage du dallage, découpées et réemployées. Alors pour son marchement, pour refaire des dalles plus petites. Voilà, celle-là, au fond à gauche du cœur, est en 3 morceaux, même plutôt 4 morceaux, 2 morceaux en haut et 2 morceaux en haut, avec un joint droit, et des plans à l'intérieur qui sont fuyants, donc ça a été vraiment, les pierres ont été découpées, volontairement découpées, et biseauté pour pouvoir s'insérer dans un dallage sous forme de modules plus petits. Une partie plus basse, là aussi, avec un joint supérieur légèrement biseauté, et en plus une cassure, alors cette fois-ci c'est une véritable cassure, verticale, qui ne se voyait pas et puis une partie manquante, carrément, qui a été encore une, toujours sur le bas-côté gauche, les épaules à gauche, une pierre qui non seulement a été débitée, qui n'est pas complète. On voit ici le sommet du crâne de monsieur, qui est plus petit que madame, et puis manifestement on a son épaule ici, il manque un morceau du visage. Quand on regarde les textes, on a aussi une incohérence dans la largeur de la colonne, dans le texte aussi, même si je suis incapable de lire, on sent qu'il y a une discontinuité, il en manque un morceau. Il en manque un morceau et pourtant elle était représentée comme ça. Voilà encore Pierre Doucet, complètement à gauche en rentrant juste derrière les fonds baptismaux. Alors là aussi, une pierre qui a été découpée, un angle a été supprimé, et puis le bras ici qui a été découpé, on verra comment on a pu traiter ces œuvres. Alors, ces œuvres, je vous disais tout à l'heure, elles présentent un certain nombre de pathologies tout à fait caractéristiques et intéressantes. Un encrassement superficiel lié
fait qu'on est en intérieur, on est dans une église, présence de cierge, un peu moins maintenant, mais voilà, un encrassement un peu superficiel. Le problème aussi au niveau, alors voilà, on voit la chaise, sur les bas-côtés, il y a des chaises tout le long des bas-côtés, notamment tout le long de ces dalles funéraires, donc des chaises qui rentraient dedans, les gens qui s'asseyaient et les chaises étaient tellement proches des dalles que les genoux frottent, donc un encrassement à hauteur de genoux au niveau de la chaise. Des traces un peu noires vers le bas, qui sont plutôt des traces liées aux chaussures. Là aussi, on est à côté, c'est un peu normal, on bouge un peu aussi. Des problèmes d'humidité, beaucoup. Et les dalles, pour la plupart, étaient posées à même le sol, sur un petit lit de ciment. Alors, voilà, ça c'est merveilleux. Le chantier a eu lieu cet hiver dans l'église, c'est-à-dire que c'est humide, et on a vraiment une diffusion d'humidité, ce qu'on appelle des remontées capillaires, avec une surface qui est extrêmement humide, et puis des taches qui sont liées évidemment à la présence d'humidité, mais qui sont liées aussi à ce que l'humidité a fait remonter en surface, et donc des taches qui sont plus ou moins indélébiles. Elles s'estompent un petit peu quand elles viennent sèches, mais elles restent relativement. Je vous ai dit qu'elles étaient posées à même le sol. Toutes celles du bas-côté gauche étaient non seulement collées contre le sol, contre le mur, pardon, comme celle du bas-côté droit, mais en plus l'arrière était maçonné, rempli de tout venant, de morceaux de plâtre, de morceaux de pierre, de morceaux de ciment, voilà, qui tombaient du mur, dans la mesure où le mur ne respirant pas, c'est dégradé derrière, et puis gentiment jointoyé sur le côté pour assurer une continuité entre la pierre et le mur, pour que voilà, il n'y ait pas de vide qui ne correspondait sans doute pas à l'aspect esthétique qu'on attendait. Voilà un sondage qui a été fait au début du traitement. Même chose sur Pierre Doucet, donc la dalle qui est derrière les fonds baptismaux, on voit derrière. Alors là carrément, ils avaient dressé un parement avec un enduit de ciment, et puis ils ont coulé du ciment derrière. Carrément, voilà, ça c'était comme ça, vraiment, ça venait bien, et c'est sûr que ça tombe. Alors, le problème, c'est que, évidemment, tout ce blocage arrière, la continuité avec le sol, fait que l'eau, l'humidité du mur diffusait à l'intérieur des dalles et provoquant donc, ce dont je parlais tout à l'heure, des pulvérulences et des desquamations, c'est-à-dire une perte de l'épiderme. L'humidité entraîne un certain nombre de sels hygroscopiques qui vont se dissoudre et cristalliser, qui vont fatiguer le matériau et pousser sous l'épiderme et faire finalement tomber cet épiderme. Des problèmes liés à la présentation aussi. Alors, donc évidemment, les œuvres étaient, à part Pierre Doucet qui était coulé au ciment, les autres étaient juste bloqués derrière avec un joint, mais malgré tout, ils auraient pu être mobiles. Donc, une fixation dans la maçonnerie avec des agrafes en acier. Voilà ce qu'il reste de l'agrafe en acier, il n'en reste pas grand-chose, donc éventuellement un danger potentiel. Ou des agrafes en cuivre. Alors cette fois-ci, c'est un petit peu mieux parce qu'on est sur un matériau qui est relativement stable et qui n'a pas généré de dégradation secondaire. On voit là aussi, donc ça c'est sur le côté droit, la première à droite en rentrant, le dessus qui était bouché avec un peu de mortier de ciment. Alors, voilà, là aussi, donc, une altération qui était liée, alors là, celle-là, elle était décollée du mur et ventilée par le dessous, donc moins de diffusion d'humidité, mais malgré tout, des altérations anciennes, des choses qui se sont développées, qui peuvent être stabilisées, si vous voulez. Ça, c'est potentiellement dangereux, mais à partir du moment où il n'y a plus d'humidité qui se diffuse,
on a une altération qui n'est plus évolutive. N'empêche qu'on a quand même un aspect de surface qui est assez désagréable. Je vous montre celle-là, c'est le clair tonsuré, c'est celle qui est au niveau du clocher, hein, bas côté droit, au niveau on rentre dans le cœur, c'est probablement la plus belle, la mieux conservée, la plus belle. On reviendra sur cet aspect-là, c'est le bouchon qui a été mis à l'emplacement de l'endroit où il y avait la pierre consacrée. Voilà ce que ça donne après nettoyage, puisqu'on a fait un peu le tour des pathologies, rentrons dans le traitement qu'on a appliqué, avant nettoyage, après nettoyage. La surface est débarrassée de l'empoussièrement, l'encrassement, s'essuie, qui colle un peu. Je vous montre cette photo et deux suivantes aussi parce que, évidemment, le nettoyage, l'encrassement il s'est déposé essentiellement sur les surfaces. C'est des œuvres qui ont été foulées au pied, qui présentaient un aspect très usé. Les surfaces étaient plutôt plus sombres que les fonds des gravures. En nettoyant, on a éliminé l'encrassement de surface. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a aussi diminué le contraste entre la surface, qu'on a retrouvé plus claire, et le fond, qui était à peu près sur la même tonalité. Comme la lumière est quand même pas extraordinaire dans l'église, les œuvres ne sont pas particulièrement mises en valeur. On est dans une église, on ne peut pas en musée, aussi. Voilà. Ce sont des œuvres patrimoniales pour exposer. Voilà aussi, on est sur un double statut, mais cette fois-ci du lieu, lieu de culte, lieu d'exposition. Bon. Voilà.